Et si tu manques d'hydratation, par exemple, oui, tu as aussi quand même plus de chances d'avoir des crampes, mais c'est pas parce que tu vas plus t'hydrater que tu vas forcément ne plus avoir de crampes. Il y a quand même un ingrédient qui serait un ingrédient miracle, c'est le jus de cornichon. Du coup, si on veut progresser, on augmente quoi d'abord Plutôt une sortie en plus et plutôt en endurance fondamentale pour avoir un peu plus de volume ou une intensité modérée. Et surtout, n'oublie pas le renfort Ouais. et on écoute son corps, parce que si jamais on sent que ça tire trop, on n'hésite pas à redescendre d'un cran. Ouais, exactement. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de BPM. Aujourd'hui, on est sur un thème un petit peu spécial puisqu'il s'agit du dernier épisode de la saison. Et donc, pour finir en beauté, on s'est dit qu'on allait répondre à vos questions, celles que vous avez posées sur la communauté de l'application Run Motion Coach. Merci d'ailleurs à tous ceux qui prennent le temps de nous poser des questions, de commenter. Ça nous permet du coup de pouvoir échanger avec vous et de pouvoir partager vos expériences. Romain, est-ce que tu es prêt pour le grand oral ? Ouais, carrément. Ça me fait très plaisir. On a fait 30 épisodes. Donc là, c'est un peu l'aboutissement de cette première saison. J'espère que ça aura plu à tout le monde. Et donc, je crois qu'on a 3 petites questions spécifiques de nos utilisateurs. On sera ravis d'y répondre aujourd'hui. Exactement. Donc, on va commencer sur la respiration en course. Ensuite, on aura les crampes, comment les éviter. Et la troisième question, c'est comment augmenter progressivement sa charge d'entraînement sans se blesser. Alors, on va commencer par la première question. Comment bien respirer quand on court ? Est-ce qu'il y a une bonne technique ? Je pense que c'est une question que tout le monde se pose, surtout quand on débute. Oui, alors il n'y a pas forcément une façon de respirer, elle est un peu propre à chacun finalement. Il faut voir aussi en fonction de où tu en es aujourd'hui. C'est vrai que pour des personnes déjà expérimentées, en général, c'est rarement une question, ça devient assez automatique, c'est plutôt quand on débute. Et donc normalement, la bonne respiration, c'est celle dont on n'a pas besoin en fait, de se soucier, c'est parce qu'on a l'habitude de faire d'une certaine manière, qu'elle nous convient, on n'a pas de point de côté, on arrive suffisamment à bien respirer et à bien ventiler. Mais il y a quelques techniques aussi pour ceux qui ont un peu de mal, notamment quand on débute. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui débutent et qui nous disent « Oh là là, je me suis essoufflée assez vite ». Ça, c'est du coup un problème, on va dire, commun pour tous les coureurs. Déjà, la première chose, c'est peut-être si tu pars trop vite sur un entraînement. C'est clair que si tu pars trop vite, en fait, tu vas être essoufflé, mais que tu arrives à bien respirer ou pas dans tous les cas. Donc, n'hésite pas à ralentir un petit peu, surtout au début. C'est vrai qu'il y a des gens aussi qui partent toujours très vite sur un entraînement. Il y a d'autres personnes qui ont du mal pour démarrer. Et donc, il faut plutôt essayer d'y aller progressivement et de se réveiller en douceur. Et donc, ensuite, on pourra voir s'il y a des améliorations à faire au niveau de la respiration. Mais déjà, la gestion du rythme, c'est déjà très important pour démarrer. Donc, on ralentit. Ensuite, Est-ce qu'il y a une technique en particulier au niveau physique, physiologique, on va dire, à adopter Alors déjà, j'ai envie de dire, il n'y a pas une bonne façon de faire. Il ne faut pas essayer de forcément respirer que par le nez ou que par la bouche. C'est plutôt essayer d'avoir les deux. Donc, en fait, si on veut inspirer un maximum d'oxygène et aussi l'expirer, en fait, d'avoir ces deux canaux-là, c'est quelque chose qui est très important. Donc, il faut inspirer et expirer un petit peu par la bouche et un petit peu par le nez, ou en l'occurrence plutôt un petit peu par le nez et beaucoup par la bouche. Et ce qu'on peut aussi recommander, c'est de ne pas forcément trop se concentrer sur l'inspiration, mais plutôt sur l'expiration. Il faut bien vider complètement ses poumons entre chaque respiration. Et donc, si tu te concentres plutôt sur l'expiration, en général, ça se passe mieux. Et en particulier pour ceux qui ont beaucoup de points de côté, si tu essayes de te concentrer sur l'expiration, en général, ça te permet de faire passer tes points de côté. Et il y a beaucoup de personnes aussi qui vont compter un petit peu leur respiration. Par exemple, je fais un pas, j'inspire, je fais 2 pas, j'expire. Est-ce que ça, c'est une bonne technique ou pas du tout ? Ça peut pour certaines personnes. Moi, c'est pas forcément quelque chose que je recommande trop parce que, en fait, si tu réfléchis à tout, si tu dois réfléchir à ta respiration, à ton positionnement des bras, de tes jambes, de tes pieds, etc., ça peut vite devenir compliqué, ça peut vite devenir galère. Par contre, ce qu'on peut noter, c'est que on peut faire des exercices de sophrologie ou de respiration. Et donc ça, par exemple, c'est un très bon moyen de prendre conscience de la respiration haute, donc au niveau en général thoracique ou même au niveau des côtes. Et ça, en général, c'est pas très recommandé pour la course à pied. Il faut plutôt avoir une inspiration et une expiration par le ventre et par le diaphragme, donc avec le diaphragme qui s'abaisse. En général, ça permet d'être un peu plus décontracté. Et alors que quand on a une respiration par le haut, on a tendance en général à se crisper au niveau des bras. Et donc, c'est pour ça qu'on recommande plutôt d'avoir une respiration basse. Et donc ça, on le fait
en priorité en dehors des entraînements. Et le fait d'avoir pris conscience de ça permet de se projeter et de le faire mieux quand on court. Oui, c'est un peu souvent ce qui nous arrive sur les premières descentes en trail. On est tellement concentré et crispé que souvent on a un point de côté parce qu'on est trop... Ouais, ça arrive. Ça, pour le coup, ça arrive à tout le monde, pas qu'aux débutants. Et en général, c'est un signal qu'il faut se relâcher et respirer par le ventre. Donc, si on résume, il n'y a pas de formule magique. Il faut une respiration assez fluide. On ralentit un petit peu le rythme. On ne panique pas et du coup, on privilégie plutôt l'expiration plutôt que l'inspiration et une respiration plutôt abdominale plutôt que thoracique. Tout à fait. Super. Ça, c'était pour le premier sujet. Deuxième sujet, c'est celui qui va parler aussi à beaucoup de monde, surtout en été ou pendant les courses. Pourquoi j'ai des crampes et surtout, comment les éviter ? Alors du coup, Romain, est-ce qu'on sait pourquoi on a des crampes ? Alors, il y a des débats scientifiques là-dessus, parce qu'en fait, c'est pas très très clair. C'est pas que les muscles, il y a aussi la partie neuronale et le cerveau. En fait, c'est vraiment neuromusculaire, ce souci des crampes. Il y a des gens qui sont très sujets aux crampes, d'autres personnes qui n'en ont jamais. Et c'est vrai qu'on est assez inégal par rapport à ça. Il y a peut-être quand même une explication quand les gens ont des crampes en dehors de l'effort. Effectivement, il y a certaines causes, notamment le manque de magnésium, qui pourraient rentrer en compte. Donc, c'est vrai qu'en général, les gens qui ont des crampes, ça leur fait plaisir de se dire qu'ils peuvent manger du chocolat noir ou avoir certains compléments alimentaires à base de magnésium. Ça, j'ai envie de dire, c'est si tu as des carences, dans tous les cas, des carences de magnésium ou autres, c'est clair qu'il faut les combler. Mais c'est pas forcément ça qui rentre en compte pendant l'effort. Parce que pendant l'effort, c'est surtout un manque en fait de capacité et de renforcement musculaire. Si quelqu'un, par exemple, fait un trail, de 60 km, mais n'a pas fait suffisamment d'entraînement, donc pas de rando course au-dessus de 2 heures, n'a pas du tout fait de renforcement musculaire, ou pareil sur un marathon, si on a des crampes dans les 10 derniers kilomètres, c'est en général plutôt lié à un manque d'entraînement qu'à une carence en magnésium ou autre. Donc ça voudrait dire qu'on serait parti peut-être aussi un peu trop fort par rapport à notre niveau, entre guillemets. Oui, aussi potentiellement. C'est clair que si tu pars trop vite sur ton marathon, alors moi ça m'est déjà arrivé d'avoir des crampes. Alors la dernière fois c'était rare, c'était au mollet. D'habitude c'est plutôt, ça peut m'arriver aussi plutôt aux ischios. Mais la dernière fois j'avais un mois où j'avais pas pu m'entraîner, j'étais tombé malade et j'étais parti en plus vite parce que je m'étais dit je vais quand même essayer de battre mon record. Et donc là effectivement le fait de partir trop vite, en particulier sur un marathon, si t'es pas capable de faire le chrono que tu réalises et que tu pars à l'allure quand même que tu avais imaginé, tu as quand même toutes les chances à un moment donné de rencontrer ta limite, et elle est quand même souvent musculaire et souvent des débuts de crampes. Alors c'est vrai qu'on peut distinguer, il y a des gens qui disent tiens, une crampe, c'est quand tu commences à avoir des premières contractions un peu involontaires. Ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir des vraies crampes au mollet, par exemple, après une séance de piste. Là, tu es couché par terre et en fait, tu peux plus faire un mètre de plus. Et donc, on va dire qu'il y a différentes intensités de crampes. Mais dans tous les cas, c'est la plupart du temps lié à un manque de renforcement musculaire. Et peut-être un bémol, c'est si tu manques d'hydratation, par exemple, oui, tu as aussi quand même plus de chances d'avoir des crampes, mais c'est pas parce que tu vas plus t'hydrater que tu vas forcément ne plus avoir de crampes. Et le facteur principal étant le facteur musculaire et le manque de renforcement. Donc on prépare bien sa course, c'est ça. Si possible avec une application de coaching. Tout à fait. Et on entend parler aussi parfois des compléments un petit peu magiques anti-crampes. Est-ce que ça fonctionne ? Alors, je veux dire, les capsules de sel ou de magnésium, je ne pense pas qu'il y ait d'utilité spécifique pendant un effort, par exemple, même s'il faut avoir un apport en électrolytes qui est de façon régulière, mais il n'y a pas d'ingrédient magique particulièrement. Et on en discutait parfois avec certains scientifiques qu'il y a quand même un ingrédient qui serait un ingrédient miracle. Et il y a des débats, on ne sait pas trop pourquoi, c'est le jus de cornichon. Parce que il y a des récepteurs aussi au niveau dans la bouche et puis après au niveau du cerveau qui enverraient des impulsions au niveau des muscles et qui permettraient d'un petit peu se décontracter, donc d'éviter les contractions des crampes. Et on ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que c'est lié à l'acidité de ce jus de cornichon, l'aspect que c'est très salé aussi. C'est vrai que ça fait un choc en fait au niveau du corps. Le corps comprend pas trop ce qui se passe. Tu es en plein effort, tu as ce jus de cornichon et donc ce serait un peu un ingrédient magique, mais tu n'as pas forcément besoin d'acheter des compléments. Déjà, si tu prends un jus de cornichon dans une boîte classique, ça pourrait fonctionner. Après, c'est sûr que l'inconvénient, c'est que tu n'as pas forcément de trimballer sur un trail long ou un ultra trail avec ton pot de cornichon dans
dans le sac. Donc voilà, c'est presque un peu plus anecdotique, mais ceux qui auraient vraiment des crampes très souvent, voire sur chaque course, si vous avez fait tout ce qu'il faut au niveau renforcement musculaire, gestion de l'effort et puis complément, peut-être vous pouvez tester ça, mais c'est un petit peu en dernier recours. Bon, on verra si tu auras ton pot de cornichon sur l'UTMB alors. Non, je ne pense pas. Et si jamais la crampe elle arrive pendant la course, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc là, il faut ralentir déjà, ça c'est vraiment très important. C'est vrai que tu peux distinguer presque deux cas. C'est vrai que moi, quand ça m'est arrivé là, au marathon de Valence, j'ai pas mal alterné marche-course dans les derniers kilomètres pour essayer en fait que ça parte pas en crampe ou je sentais déjà les contractions niveau musculaire et je me suis dit si je dois être couché par terre parce que vraiment la crampe elle me saisit complètement le mollet, là c'est clair que je pense que je finissais même pas le marathon et donc j'ai essayé en fait de lisser l'effort et d'alterner marche-course. Et donc, jamais, je marchais un petit peu, mais je repartais pas en sprint tout de suite. Et c'est essayer, en fait, de jouer avec ça. Alors, certes, j'étais assez loin de mon chrono, mais j'arrive quand même à faire 2h39 sur ce marathon-là. Avec finalement, si ça t'arrive dans les 5-10 derniers kilomètres, si tu alternes un petit peu marche et course, tu perds pas non plus 20 ou 30 minutes. Et donc, faut essayer de se préserver et d'éviter d'aller jusqu'à la crampe qui t'arrête complètement. Et certaines personnes aiment aussi s'étirer. Et si tu t'étires, il faut peut-être pas s'étirer de façon trop intense, mais des étirements légers. Et ça, c'est un peu propre à chacun. Moi, je sais que j'aime pas trop m'étirer quand ça arrive. Mais voilà, après, c'est en fonction un petit peu de l'expérience de chacun. Oui. Donc, si on a une crampe, on part pas sur un sprint en se disant ça va passer. Non, absolument pas. Et puis, il faut pas se dire, tiens, c'est quand même un signal d'alerte. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut faire quelque chose. Il faut agir assez vite, quoi, entre guillemets. Super. Et ça nous amène assez naturellement sur le troisième sujet, parce que du coup, ça concerne beaucoup de coureurs et ça arrive des fois quand on en fait un petit peu trop vite. C'est comment augmenter progressivement sa charge d'entraînement sans se blesser. Ouais. Donc ça, c'est surtout important quand on commence à prendre goût à la course à pied et qu'on veut augmenter les distances. Toi, quels sont tes conseils sur ce point-là ? Donc, par exemple, très concrètement, une personne pourrait se dire, tiens, je fais 3 entraînements dans la semaine, je veux passer à 4. Donc ça, c'est complètement OK. Si tu fais en fait plus 20-25% de charge d'entraînement sur une année ou sur 6 mois, ça c'est très bien, c'est des bonnes idées. Simplement, il ne faut pas passer de 3 entraînements à 6 entraînements dans la semaine. Et donc, dans les conseils, il faut avoir un peu de progressivité. Il faut aussi être très à l'écoute de son corps. Si tu passes de 3 à 4 entraînements et que tu vois que ça commence à tirer un petit peu, évidemment, tu ne passeras pas à 5. Voire au contraire, tu peux peut-être revenir un petit peu à 3 sur une certaine période pour éviter les blessures. Et puis, ce qu'on pourrait aussi dire, c'est typiquement si tu passes de 3 à 4 entraînements, la plupart du temps, tu vas ajouter une séance d'endurance fondamentale ou un fractionné à allure modérée, parce que le but, c'est pas d'aller sur des entraînements qui sont trop durs. Mettons, le pire qui pourrait se passer, si tu passes de 3 à 5 entraînements, c'est que tu fasses tes 3 entraînements habituels et que tu rajoutes 2 séances d'intensité, et là, tu as toutes les chances de te blesser parce que le corps, il n'a pas le temps de récupérer. Et donc, si tu voulais vraiment passer de 3 à 5 entraînements, par exemple, il faudrait avoir un endurance fondamentale et un fractionné modéré. Du coup, si on veut progresser, on augmente quoi d'abord ? Plutôt le nombre de sorties, tu disais le volume, l'intensité. Plutôt une sortie en plus et plutôt en endurance fondamentale pour avoir un peu plus de volume ou une intensité modérée. Ouais. Et tu parlais d'écouter son corps. Est-ce qu'il y a des éléments, des signaux en tout cas qu'il faut bien prendre en compte ? Ouais, si tu as du mal à récupérer entre des séances, si tu sens que tu as des douleurs un petit peu inhabituelles ou que, je sais pas, tous les jours ou tous les 2 jours, tu as des courbatures, par exemple, ça peut être un signal. Si tu sens que tu as un tendon d'Achille qui tire un petit peu, un genou qui tire un petit peu, ça peut être certains facteurs qu'il faut écouter. Et donc, à ce moment-là, il faut d'autant plus faire attention à la récupération. Idéalement, avoir un peu plus de sommeil, bien manger entre les entraînements, etc. Est-ce qu'on peut aussi
diminuer le nombre de séances. Enfin, si on voit qu'on a augmenté trop rapidement et qu'on est tu peux revenir en arrière sans souci. Vaut mieux d'ailleurs faire ça que d'aller droit à la blessure, parce que sinon, au lieu de passer de 3 à 4 entraînements ou de 4 à 5, tu vas passer à 0 en fait pendant 3 semaines ou un mois. Et donc là, on voit bien que c'est vraiment très négatif. Et après, c'est vrai que, par exemple, si on prend des marathons, là, je pense à un ami, Alex, qui a battu son record, qui a fait d'ailleurs 2h37 sur le marathon de Barcelone là, en début d'année. Et lui, très souvent, il était à 6 entraînements par semaine. Et en fait, il avait du mal à récupérer. Il était très fort à l'entraînement. Et dans les 3-4 dernières semaines avant la course, on se rendait compte qu'il était quand même assez fatigué. Et il était très fort à l'entraînement, mais il voulait passer sous les 2h40. Il n'y arrivait pas depuis plusieurs marathons. Et là, je lui ai dit, en fait, voilà, tu es déjà à 6, c'est déjà beaucoup, voire même essaye de descendre à 5. Et le fait de passer à 5 entraînements par semaine, ça lui a permis de mieux récupérer entre les séances. Et ça lui a permis du coup de battre son record personnel et passer de 2h40 à 2h37. Donc, si c'est vrai pour quelqu'un qui fait des chronos assez exceptionnels, c'est vrai aussi pour tout le monde, en fait, où parfois, le fait de réduire de 1, ça peut être aussi intéressant. Et peut-être en particulier pour des gens qui ont déjà, 2 ans ou 3 ans d'entraînement un peu intensif et qui, à un moment donné, peuvent stagner, plutôt que de se dire mon facteur de progression, c'est de mettre encore un entraînement en plus. Dans le cas d'Alex, ça aurait été de passer à 7 entraînements par semaine, et on voit bien que ça n'était pas possible. Et donc, pour certaines personnes, il faut quand même réfléchir à ça, de se demander s'il ne faudrait pas réduire d'un entraînement, et ça, c'est valable en tout cas pour des gens qui ont déjà atteint un certain palier, parce que globalement, et c'est quand même plutôt vrai, si tu vas augmenter de 1 entraînement dans la semaine, en général, c'est un facteur de progression. Donc, on augmente d'abord le nombre d'entraînements, donc avec un footing plutôt en EF. On ne double pas toutes les séances. On passe de 3 à 4. Et si ça passe bien, l'année d'après, on peut passer à 5. Mais on y va de manière assez progressive. Ouais. Et d'ailleurs, dans l'application Run Motion Coach, quand tu augmentes d'un entraînement, en fait, tu ne vas pas avoir forcément qu'une séance, une séance en plus. Ça va alterner. Et parfois, tu vas avoir des petites séances de côte en plus, parce qu'on sait que c'est assez bien toléré. Et donc, pour ceux qui sont dans l'application Run Motion Coach, vous pouvez le faire en toute connaissance de cause, en se disant que si vous passez de 3 à 4 entraînements, la charge d'entraînement va être adaptée à cette augmentation. Et surtout, n'oublie pas le renfort. Et on écoute son corps, parce que si jamais on sent que ça tire trop, on n'hésite pas à redescendre d'un cran. Oui, exactement. Ouais. Super. Et c'était le dernier épisode de la saison, donc cet épisode un peu FAQ. Merci à toutes et à tous pour vos questions sur la communauté Run Motion Coach. Continuez à nous écrire, ça nous permet d'avoir plein d'idées de sujets. Je ne sais pas si tu as un dernier mot pour nos auditeurs, Romain. Non, merci à tous ceux qui nous ont suivis là, pour ces 30 épisodes. Vous n'avez probablement pas tous écouté, donc c'est vrai que il y aura une période là, pendant l'été, en juillet-août, où on ne sera pas présent, on ne va pas sortir de nouveaux podcasts, donc vous pouvez éventuellement écouter ceux que vous n'avez pas encore écoutés, réécouter ceux qui vous intéressent le plus, et puis on vous dit à la rentrée prochaine. Exactement. On revient du coup à la rentrée de septembre pour la saison 2 de BPM. D'ici là, passez de belles vacances. Courage à tous ceux qui préparent une course pour cet été ou sur l'automne. Prenez bien soin de vous, bonne sortie running et à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de BPM. Surtout, si ça t'a plu, n'hésite pas à nous laisser ton avis sur ta plateforme d'écoute préférée, à commenter les épisodes, ça nous aide beaucoup à progresser. Merci.